Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons faire une rétrospective du STIC 2024 avec Nicolas Ruff. Bonjour. Et Hervé Schauer. Bonjour. Alors Nicolas, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas cet événement, est-ce que tu veux bien nous expliquer qu'est-ce qui le caractérise ? Alors le STIC, c'est une conférence francophone, la plus ancienne de France, puisqu'elle a 21 ans d'existence cette année, et elle est extrêmement technique. C'est aussi ça qui la caractérise. Il y a du screenshot IDA, il y a du scroll d'assembleur. Voilà, c'est pas une conférence managériale ou sur les business process. Une autre caractéristique de STIC, c'est qu'il n'y a aucun sponsor. Donc tout est financé par la vente de tickets. Donc c'est une association sans but lucratif. Et du coup, l'absence de sponsor, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de stand, il n'y a pas de recrutement, il n'y a pas de distribution de goodies et ce genre de choses. C'est une conférence qui est vraiment axée sur la technique pour des gens qui... no bullshit, si on peut dire. C'est aussi une conférence qui n'est pas du tout comme les grandes conférences américaines comme RSA où il y a 14 pistes en parallèle. Là, il n'y a qu'une seule piste et les 800 participants suivent pendant 3 jours les mêmes conférences. Les rumps, est-ce que c'est un point caractéristique aussi ? Non, parce qu'il y a beaucoup d'événements qui se sont mis à faire des rumps. Alors les rumps, donc en anglais le croupion, ce sont des conférences non annoncées. En fait, n'importe qui peut monter sur scène à 3 minutes de parole et c'est à l'applaudimètre. Donc il peut rester plus de 3 minutes si c'est intéressant. Cette année, on a eu 21 rumps plus 3 non filmés, peut-être 4 non filmés. Et normalement, c'est un peu le moment attendu de la conférence parce que souvent c'est rigolo, c'est décalé ou voire c'est carrément des failles non patchées qui sont présentées. C'est pour ça que c'est pas oui, pas parce annoncé. Que comme ça, à la dernière minute, il peut y avoir des choses très récentes, contrairement aux conférences qui ont répondu à l'appel à communication, qui sont évidemment prévues et planifiées très à l'avance. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui caractérisent cet événement ? La retransmission en ligne intégrale. Tout à fait. Alors il y a plusieurs événements, plusieurs choses qui caractérisent cet événement. D'abord le fait que tout est diffusé en streaming avec une plateforme open source et ça marche très très bien. Il y a le fait que tout est enregistré, diffusé, stocké et consultable quasiment la semaine d'après. Il y a le social event dont on parlera probablement après. Et il y a aussi le challenge du STIC. Chaque année, il y a un concours de sécurité qui est organisé, qui permet de gagner des places. 3 places pour les plus rapides et 3 places pour les write-up de meilleure qualité. Alors, en parlant de places, ça a toujours été difficile d'obtenir une place au STIC. Est-ce que c'était la même chose cette année ? Alors non, depuis le Covid, ça n'est plus difficile d'obtenir une place au STIC puisque pendant le Covid, ils ont fait une conférence virtuelle et c'était tout retransmis et les gens ont constaté que ça fonctionnait très bien. Il y avait le chat IRC qui permettait de discuter avec les présentateurs pendant qu'une présentation enregistrée passait à l'écran. Et du coup, le STIC qui historiquement était dans un amphi 2 fois plus petit, vendait ses places en 45 secondes et post-Covid. Alors cette année, ils ont quand même vendu en 1 semaine, mais je veux dire, si on se préparait un petit peu... voilà. Non, on est passé de 400 à 800 places. On est passé de 400 à 800 places depuis la fin du Covid et donc voilà, il faut 10 jours pour vendre les places, ça reste du domaine du possible. 800, sachant que la salle en fait 1000, mais c'est pas très réaliste d'entrer et sortir à 1000. Il n'y a pas 1000 prises de courant dans la salle non plus. Alors cette année, qu'est-ce qui a retenu votre attention ? On n'aura pas le temps d'évoquer toutes les conférences, mais cette année, qu'est-ce qui a retenu votre attention ? Alors moi, j'ai été très impressionné par les conférences d'ouverture et de clôture, qui étaient toutes les deux par des gens d'Airbus. En ouverture, on a eu Pascal Andréi. Pascal Andréi qui a mis sur Internet le CEDOCAR en 93, qui m'a permis de le connaître à cette époque-là, et qui aujourd'hui est le grand RSSI groupe d'Airbus. Il nous a expliqué comment une société comme Airbus avait dû se réingénérer, se réorganiser pour aboutir à un RSSI qui fait partie des 14 personnes directement sous la responsabilité du PDG sur les 140 000 employés, pour que la sécurité soit intégrée dans tous les produits, dans partout. C'était vraiment tout à fait extraordinaire. Oui, c'est vrai que les conférences d'introduction et de clôture par Airbus étaient vraiment d'excellente qualité. Et Pascal Andréi a dépassé largement le cadre de la sécurité informatique pour expliquer comment concevoir des avions résistants aux explosifs, comment certains embarquaient des leurres antimissiles, etc. Donc, et la sécurité physique des sites et autres. Donc on était vraiment dans la sécurité holistique, pour dire un grand mot.
Oui, mais Airbus fait partie des sociétés qui distinguent la safety et la security, même si ces mots ne peuvent pas être distingués dans la quasi-totalité des langues. Donc il nous a bien expliqué les choses de manière globale, en intégrant tous les aspects, y compris géopolitiques. Alors, si vous deviez évoquer une ou deux conférences, lesquelles est-ce que vous évoqueriez? C'est très difficile parce que on a eu vraiment un cru qui pour moi est le meilleur. Il y a véritablement une amélioration régulière du contenu de toutes les conférences. Il n'y a plus une seule conférence, je dirais, à jeter. Et même dans les domaines où on n'est pas du tout spécialiste, c'est absolument passionnant. Donc évidemment, il y avait une conférence sur DHCP, sur les firewalls. Moi j'ai été touché parce qu'elle aurait pu avoir lieu il y a 30 ans. C'était déjà une des problématiques au cœur de nos sujets. Mais sur Kubernetes, c'était aussi génial. Sur le QuarksLab, sur comment analyser les différences entre le binaire, moi j'ai aussi beaucoup aimé. On a vraiment une qualité globale de l'ensemble des conférences. Il faut que les gens aillent les regarder par la suite parce que c'était vraiment au top. Alors je vais m'inscrire en faux d'Hervé. Les gens ne sont pas obligés d'aller regarder les confs puisque la plupart, en fait, c'est à la fois une conférence vidéo enregistrée à Stick, des slides qui seront publiés sur le site, mais en plus, les sociétés derrière ont des blog posts et ont quasiment toutes publié des outils sur GitHub. Donc, quel que soit le format que vous préférez, il y a la partie, vous pouvez aller lire le blog post de l'éditeur ou vous pouvez aller regarder la vidéo si vous préférez, ou vous pouvez juste check out l'outil et le tester ou aller voir les slides si vous êtes pressé. Et moi, si je devais choisir une seule conférence, je pense que je choisirais celle de l'ANSSI sur un outil de chiffrement que je ne citerai pas puisqu'on est dans la bienveillance. Mais je dois avouer qu'il y avait quelques messages codés à l'encontre des gens qui font de la certification de produits que j'ai beaucoup apprécié. Voilà. C'était effectivement une conférence tout à fait extraordinaire. Donc j'invite les auditeurs à aller voir le fameux produit qualifié dont la France ne peut pas se passer. Mais c'était utile. Et parmi les rumps? Moi, la CVE avait déjà été publiée, mais la rump avec la démonstration vidéo des gens d'Eternilab qui montre qu'en enlevant le disque dur lors de l'amorçage du PC et puis en remettant le disque dur, on a le disque en clair et pas chiffré avec BitLocker, j'étais mort. Oui, de mémoire, c'est la CVE 2024 20666 qui a été publiée en janvier. Et en fait, il montre que si on extrait le disque au moment où la petite roue là, se met à tourner à l'écran, en fait, on peut dropper un shell sur une console de récupération qui permet en fait de monter les partitions BitLocker puisque la clé a déjà été chargée en mémoire. Alors, il y avait eu au moins 2 ou 3 rumps sur comment contourner BitLocker et la conclusion de toutes les rumps c'est n'utilisez pas BitLocker avec TPM sans un code PIN supplémentaire. S'il y a juste BitLocker et que la machine démarre toute seule, ça sert à rien en gros. Après, moi, si je devais choisir une autre rump que celle-là, parce que celle sur BitLocker, j'ai beaucoup apprécié aussi, je choisirais celle sur l'ingénierie à rebours du système de vélo et de trottinette dans une capitale française, parce que c'était un peu dans l'esprit de la conférence, voilà. C'était amusant, il y avait effectivement des failles de sécurité, mais enfin qui ne menaçaient pas la sécurité nationale, on va dire, et donc du coup, et puis c'était bien emmené. La plupart des rumps étaient quand même assez sérieuses, quoi. C'était des vraies présentations de produits, de CVE, d'outils, voilà, la publication de la nouvelle version de Selx, etc. Bon, c'est important, mais c'est pas forcément aussi rigolo que c'est pas l'esprit d'une rump, quoi. Ok Hervé, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin? Alors il y a un outil dont j'ai beaucoup aimé l'interface qui est très agréable, c'est ADMiner qui complète Bluehound pour voir les chemins d'attaque dans les Active Directory. Et c'est rigolo puisqu'on a un enregistrement planifié avec les créateurs de ce logiciel libre, donc ça fera l'objet d'un épisode No Limit Sécu. Avant de conclure, moi je voudrais quand même parler un petit peu du challenge qui est devenu un exercice intellectuel. Chaque année, en fait, le gagnant de l'année précédente va faire le challenge. Et donc chaque année, l'idée c'est de faire un challenge plus difficile que celui de l'année d'avant. Là, c'était d'un niveau... Bon, après, la première étape était très guessing, comme on dit en anglais. C'est-à-dire qu'il y avait... en fait, ils voulaient créer une entreprise sur Internet
pour faire un peu d'OSINT en ligne. Et le problème, c'est qu'ils n'ont jamais réussi à faire une fausse entreprise dans Google Maps, puisque les sécurités de Google sont correctes. Et donc, du coup, à la dernière minute, ils ont dû changer de plan et faire un système où, en fait, les coordonnées GPS devaient être transformées en adresse IP, ce qui n'était pas très heureux et voilà, qui a rebuté pas mal de gens. Mais le reste du challenge était incroyablement complexe et le plus hallucinant, c'est que chaque année, en fait, un chercheur canadien qui est le patron de l'équipe de CTF, qui est premier au classement CTF Time, finit chaque année le challenge en 3-4 jours, quoi. Là où le meilleur français met au moins une semaine. Et je crois que cette année, il n'y a que 6 personnes sur 300 qui ont été au bout des 6 étapes du challenge stick. Donc c'est pour dire que voilà, le challenge stick, c'est devenu une institution. Donc c'est prometteur pour l'année prochaine. C'est un rite de passage. Oui. Je ne sais pas ce qu'ils vont nous faire. J'ai dit au début que la conf d'ouverture et de clôture était excellente. La conf de clôture, c'était Philippe Biondi sur la complexité. Et il a bien montré pourquoi la complexité rendait les choses horribles, mais pourquoi aussi on ne pouvait pas s'en passer et on en avait absolument besoin pour pouvoir intégrer de plus en plus de cybersécurité. Il a montré le parallèle avec la safety dans le monde aéronautique, où en ajoutant de la complexité, on a réduit le nombre d'accidents d'avion. Alors de ce point de vue-là, tu me rappelles une conférence une RUM session que je vais peut-être citer, purement pour le troll, mais à moitié quand même, puisque je partage la vue du présentateur, qui est « Attention, ne réécrivez pas tout en Rust tout de suite ». Il y en a eu plein d'autres avant, les gens qui ont tout écrit en Ruby, en OCaml, en Ada, en Fortran. Voilà, aujourd'hui, peut-être dans 10 ans, les compétences Rust n'existeront plus, ça va créer de la legacy. Rust, ça ne résout pas tous les problèmes. De toute façon, il y a des codebases aujourd'hui en C++ qui ne seront jamais réécrites, donc il y aura un besoin d'interop ad vitam. Et moi, je trouvais quand même que c'était un peu rafraîchissant que dans le monde actuel, où effectivement les fanboys de Rust sont vraiment très vocaux. Alors, je dis pas que Rust est un mauvais langage, mais je dis pas qu'il remplacera PHP un jour non plus, quoi. C'est un bon langage, mais il ne faut pas tout réécrire avec. Mais pour les nouveaux projets, c'est quand même une bonne idée. Je dirais que ça dépend de ton projet. Si tu trouves, si c'est un projet qui a des besoins critiques et qui peut prendre du temps à développer et que tu trouves les compétences pour le faire et avoir la maintenance derrière, parce que Rust est encore quelque chose qui évolue beaucoup, ça peut valoir le coup. Si par contre c'est pour développer une preuve de concept dans un pentest, tu vas te battre contre l'empilateur pendant des jours alors que tu veux juste envoyer un champ de bits à un serveur pour avoir un shell dessus, quoi. Il y avait d'autres trucs rigolos, comme essayer de faire fonctionner les cartes d'imprimante à distance, et des tas de choses comme ça. Donc allez voir le programme. Ok, merci Hervé, merci Nicolas. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir.